Ça, c'est en fait au niveau plus personnel de la vie d'Eb, qui était un enseignant avant de devenir chercheur. Lui, c'est vraiment... tout son ouvrage, c'est à propos de l'apprentissage au niveau un peu microscopique, mais il applique ce qu'il a appris au niveau macroscopique. En tant qu'éducateur, Hebb a compris que chaque expérience qu'un enfant avait faisait un ensemble de neurones. Puis il s'est dit, bon, un enfant doit avoir le plus d'ensemble de neurones possible pour bien agir dans la vie plus tard. Donc ce qu'il a fait, il a dit, c'est très, très important d'avoir un milieu d'éducation riche. Je m'appelle Jonathan Côté, je suis un étudiant au doctorat à l'Institut de neurologie. Je recherche l'apprentissage et comment ça change avec le vieillissement. J'ai toujours été fasciné par le corps humain, les divers organes, le cœur, le foie, comment ils fonctionnent. Mais c'est vraiment quand je suis arrivé au cégep que j'ai eu la chance d'étudier les cellules nerveuses, d'étudier le cerveau lui-même, le système nerveux. J'ai eu la piqûre, je fais « ouais, c'est ça que je veux faire. Plus tard, je vais faire de la recherche en neurosciences ». Le processus, essentiellement, ça a été de faire un bac en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, où là, j'ai pu vraiment confirmer que c'est ce que j'aimais en étant stagiaire dans des laboratoires de neurosciences. À l'Université de Montréal, autour, il y a plusieurs petits... il y a des laboratoires autour. Puis j'étais un stagiaire, puis j'ai pu voir c'est quoi le milieu de la recherche aux études graduées. Quand j'ai vu ça, j'ai appliqué à l'Université McGill pour faire mon doctorat suivant mon bac. Puis c'est comme ça que je suis rentré à McGill, au neuro ici. Je suis Joe Rochford, je suis professeur agrégé à l'Université McGill. Je suis basé ici à l'hôpital Douglas où j'ai mon labo. Donald Hebb était une très grande personne puis intellectuelle qui il est venu ici pour étudier en psycho, mais il a fait un postdoctoral fellowship aux États avec un autre très grand neuropsychologue qui s'appelle Carl Lashley, où il a étudié la fonction du cerveau, comment le cerveau était impliqué dans certains phénomènes comme la mémoire, l'apprentissage, etc., etc. Au moment donné, il est rendu à McGill où il est à monter jusqu'au, comment on dit ça en français, chair, chef du département en psycho. Il était très important pour le développement de département de psychologie à McGill. Puis en plus, il était très important à développer des collaborations avec d'autres chercheurs qui étudient le cerveau, comme par exemple le Dr. Penfield au neuro et d'autres personnes. Je m'appelle Molar Chakravarti, je suis chercheur à l'hôpital Douglas à Verdun, puis je suis aussi un prof assistant dans le département de psychiatrie à McGill. Cet homme, c'était un homme vraiment important dans l'historique de neurosciences, dans les neurosciences, puis c'était effectivement un chercheur ici à Montréal, dans l'hôpital neurologique de Montréal à l'époque, dans les années 50. Lui, il était né dans la Nouvelle-Écosse. Il avait une formation en psychologie dans son bac. Puis après ça, il est venu étudier ici en maîtrise pour vraiment augmenter ses connaissances de psychologie. Après ça, il a voyagé un peu, il a travaillé à Chicago. Il a retourné à Montréal dans les années 40-50 pour travailler comme psychologue, chercheur dans le département de psychologie à Montréal. À l'époque, il y avait aussi des autres chercheurs vraiment importants, des autres cliniciens vraiment importants à Montréal, qui a formé vraiment une base pour les études multidisciplinaires dans les neurosciences. Il y avait aussi Brenda Milner, qui est toujours vivante, travaille ici à l'hôpital neurologique de Montréal, à l'Institut neurologique de Montréal aussi. Il y avait aussi Walter Penfield, qui était neurochirurgien et chercheur. Puis il y avait des autres comme Bill Findell. Puis entre eux, ils ont compris que pour vraiment connaître comment le cerveau passe des neurones individus jusqu'aux
qu'est-ce qu'on observe dans le comportement des individus, ça prend une équipe multidisciplinaire qui comprend des psychologues, des neurochirurgiens, des mathématiciens, des gens qui ont des formations en physique, en génie. Ils ont vraiment formé ça. Puis ça, c'était un peu la base de l'hôpital de l'Institut neurologique de Montréal. Comme plusieurs étudiants à l'université, moi, la première fois que j'ai entendu parler de HEB, c'est dans le cours de neurosciences 101. La première fois que tu parles de neurones, on commence tout de suite comment les neurones se renforcent elles-mêmes quand tu apprends. Donc, la théorie de Hebb était exposée à nous, c'était tout au niveau de l'apprentissage. Donc, tu t'imagines en apprenant à propos de Hebb, qu'est-ce qui se passe dans ton propre cerveau. Donc ça, c'était une image qui m'est restée dans ma tête. C'est quelque chose que je me souviens encore la première fois que j'ai entendu parler de Donald Hebb. L'apprentissage, la manière que ça fonctionne, c'est entre les cellules nerveuses, le lien devient plus fort. C'est ça le postulat que Hebb fait dans son ouvrage The Organization of Behavior. Puis c'est ça que maintenant, c'est ce que tu vois dans Neurosciences 101. Dans ton premier cours, c'est ce qu'on t'apprend. Donc moi, c'est ça que je voyais dans ma tête, mes propres neurones changer. J'imaginais les connexions devenir plus fortes. Pour vraiment comprendre la contribution de ce livre-là, il faut comprendre le contexte. Oui. Au niveau 80, puis dans les trentaines puis les quarantaines, il faut dire que le psycho ou ceux qui étudiaient des choses comme la mémoire ou l'apprentissage faisaient ça. On était dominé par une école de psycho américaine qui s'appelle behaviorism. Et cette école-là avait comme axiome première, c'était qu'on étudie seulement les choses qu'on peut observer. Donc, on fait des études sur le comportement parce que le comportement est quelque chose qu'on peut percevoir. Puis on ne fait pas référence aux choses qu'on ne peut pas mesurer ou observer immédiatement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était intéressé à vraiment comprendre comment le cerveau peut avoir des souvenirs, fait storage de souvenirs, puis tout ça. Hebb était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, puis il a reçu beaucoup de formation dans les deux camps, donc soit le psycho, puis aussi au neuro. Puis lui était capable de vraiment intégrer les deux, ou d'essayer de vraiment développer des idées novatrices puis innovatives pour suggérer comment le cerveau peut avoir des souvenirs soit à temps court ou soit à court long. Lui était vraiment la première personne ou une des premières personnes qui a demandé comment est-ce qu'on peut faire des recordings au niveau de neurones individus et regarder comment l'électricité se passe par neurone dans des assemblées de neurones, puis comment est-ce que cette communication passe à une autre assemblée de neurones, puis comment est-ce qu'on peut faire pour voir comment est-ce que ça donne un nouveau comportement dans des êtres humains ou dans des animaux. Pas juste chimique, mais électrique aussi. Vraiment, comme comment est-ce qu'on peut faire voir qu'est-ce qui se passe avec l'électrophysiologie pour voir comment est-ce que la communication entre les neurones se passe pour qu'on puisse faire des mesures pour des comportements dans des gens, dans des animaux. L'intro, une de les forwards d'une nouvelle édition de ce livre-là, c'était écrit par Peter Milner, qui avait effectivement une formation en génie, qui est devenu un chercheur vraiment dans les neurosciences aussi. Alors, c'est vraiment un aspect qui touche pas juste aux neurosciences, pas juste aux psychologies, mais à plusieurs disciplines à travers les travaux scientifiques.
suis chanceux parce que moi, ce que je fais, c'est très lié au travail de Heb, dans le sens que je fais de l'apprentissage au niveau des sens, de l'apprentissage sensoriel. Ce que Heb a fait a vraiment permis la recherche que je suis présentement en train de faire. Cette recherche-là qui vise à aider garder la faculté d'apprentissage au travers le chemin de vie, le vieillissement. OK, de manière pratique, ce qu'on fait dans mon laboratoire, on crée un programme d'entraînement sur une tablette. La tablette qu'on donne à des participants de divers âges, que ce soit des jeunes participants ou des participants âgés. Ils font un entraînement cognitif au fil de plusieurs semaines. Puis ils viennent ici au neuro à multiples points dans l'entraînement. Puis on a des scans ici qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activation du cerveau durant cet apprentissage-là. Puis l'ouvrage de Heb, dans le fond, prédit un peu l'activation du cerveau qu'on devrait voir au cours de cet entraînement-là. Puis nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi est-ce que l'apprentissage, la faculté d'apprentissage se perd avec le vieillissement. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore couvert, qui n'a pas été couvert par Heb, qui nous laisse la place à découvrir. Le vrai impact de cet livre-là était son suggestion de ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, the Hebbian synapse. Ceux qui ont pensé qu'on peut expliquer des choses comme la mémoire ou l'apprentissage dans un niveau neurologique, on pensait que le cerveau était vraiment juste l'organisation du cerveau était vraiment linéaire. Ça veut dire que vous avez des cellules, des routes qui étaient comme des lignes. Puis il n'y avait pas vraiment de connexion entre ces lignes. C'était vraiment comme l'autoroute 15. Donc, et puis il n'y avait pas beaucoup de sorties ou de rentrées. Vraiment, la communication était vraiment dynamique et linéaire. Ce que Heb était capable de faire, c'est parce qu'il a lu beaucoup de recherches qui ont été faites par d'autres neuroanatomistes, ont démontré que l'organisation du cerveau n'était pas tout à fait linéaire. Et c'était vraiment comme un gros complexe d'interconnexion des neurones, et pas dans une ligne directe, mais il y avait des loops, puis des sortes qui peuvent revenir, puis tout ça. Heb a lu ça, puis il a dit, ben écoute, ça c'est peut-être une nouvelle façon de peut-être expliquer comment le cerveau peut avoir des souvenirs à court terme ou même à long terme. À court terme, c'était fait par le fait parce que si vous avez des cercles, étant donné que vous avez activité dans ce cercle-là, ça peut expliquer la mémoire au court terme. En plus, avec la pratique, Heb a postulé que cette reverberation, si vous voulez, ou cette cercle, peut s'adapter puis devenir plus fort. Donc, c'est comme ça qu'on peut changer un souvenir de court terme dans un souvenir de long terme, ou une mémoire de long terme. C'est pas juste important pour des gens qui font de recherche dans la psychologie ou dans les neurosciences, mais c'est devenu important pour des gens qui travaillaient aussi dans des domaines de génie, d'informatique. Par exemple, il y a un domaine d'informatique qui s'appelle Machine Learning. Puis là-dedans, il y a un type d'algorithme qui s'appelle Artificial Neural Networks. Dans ce type d'algorithme-là, c'est vraiment d'essayer de modéliser comment faire des décisions petit par petit pour résoudre un problème, mais c'est modélisé comme un network, un réseau de neurones. Là-dedans, il y a toujours des neurones qui apprennent par rapport aux les neurones artificiels en dessous d'eux. Puis, petit par petit, ils font des décisions pour partir de la dernière décision. D'abord et en avant tout, on dit souvent « Ah ouais, les neurones, il n'y en a pas ben qui se créent de nouveau. » C'est vraiment les connexions, comment elles changent. Puis ce niveau de changement de connexion-là est différent entre les personnes jeunes puis les personnes âgées.
Puis c'est ce qui est décrit vraiment dans The Organization of Behavior. Il parle de cette reconfiguration-là des connexions. Moi-même, mon laboratoire, je suis un des seuls Montréalais de souche qui travaille. On travaille de très près avec d'autres instituts, que ce soit des instituts de physique qui sont plus dans le coin de l'Université Laval, qui nous permettent de faire des mesures avec la fine pointe de la technologie par rapport aux neurones, où on travaille avec d'autres universités, souvent canadiennes, Western Ontario, et on a des liens très proches pour ce qui est comment le cerveau fonctionne au niveau cognitif. Puis souvent, comme Dr. Chakravarty disait, on a des conférences internationales comme Society for Neuroscience, puis on va là, puis on met le logo comme McGill Neuro, puis tout le monde sait d'où ça vient, c'est qui, puis notre historique, comment on est fait pour en arriver où on était. Après la publication de ce livre-là, vous pouvez voir dans la littérature plusieurs chercheurs qui ont été vraiment intéressés par le problème en général pour identifier. Et même, ça a pris, même si ça a pris à peu près 30 années, vers les années 80, on a découvert un phénomène qui s'appelle long-term potentiation, qui était vraiment ce que Donald Hebb a postulé dans ce livre-là. Donc maintenant, on est dans un état où on pense vraiment qu'on a trouvé exactement au niveau cellulaire le mécanisme par lequel le cerveau peut avoir des mémoires. Donc on parle de deux phénomènes comme neurobiological substrates, si vous voulez, de la mémoire. Ça s'appelle long-term potentiation ou long-term depression. La dépression à long terme, l'augmentation à long terme. Donc, c'était vraiment ça, puis c'est vraiment Hebb qui a postulé l'existence de ces phénomènes-là, même si ce n'était pas possible de démontrer des données qui étaient valables à ce temps-là. Ça a pris 30 années, mais dans ce sens-là, Hebb avait une vision remarquable, si vous voulez. À l'époque, les psychologues n'étaient pas vraiment dédiés à regarder qu'est-ce qui se passe à le niveau des neurones. Il est dédié à étudier les effets de personnalité, de comportement. Et vraiment, il y avait plusieurs psychologues à l'époque qui n'ont pas relié ça au cerveau. C'était vraiment des phénomènes de comportement. Alors, il y a une partie de psychologues qui a dit, OK, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Ça va être impossible de lier qu'est-ce qui se passe à le niveau des neurones uniques au comportement des gens. Sur l'autre côté, il y avait des physiologistes, des neuroscientifiques qui demandaient effectivement comment est-ce qu'un psychologue peut faire, il nous a pris 50, 60 ans pour comprendre. Et puis quand il prend tout ça et relier ça au comportement. Alors il y avait comme des factions qui croyaient pas en Hebb parce qu'il ne peut pas croire qu'effectivement on peut rassembler les deux pour vraiment relier qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique. En fait, au niveau plus personnel de la vie de Hebb, qui était un enseignant avant de devenir chercheur, lui, c'est vraiment toute son ouvrage à propos de l'apprentissage au niveau un peu microscopique, mais il applique ce qu'il a appris au niveau macroscopique. En tant qu'éducateur, Hebb a compris que chaque expérience qu'un enfant avait faisait un ensemble de neurones. Puis il s'est dit, bon, un enfant doit avoir le plus d'ensemble de neurones possible pour bien agir dans la vie plus tard. Donc ce qu'il a fait, il a dit, c'est très important d'avoir un milieu d'éducation riche. Une petite expérience qu'il a faite même chez lui, avec ses filles, ils ont élevé des rats, comme ça dans leur maison, dans des cages. Puis ils comparaient un environnement enrichi, contrairement à un environnement normal, une cage vide avec presque rien dedans. Puis ils remarquaient que les rats dans l'environnement enrichi étaient beaucoup plus cognitivement actifs. Puis c'est
ce qu'il a écrit dans The Organization of Behavior, puis son expérience en tant qu'éducateur, qui plus tard ont mené à des programmes comme aux États-Unis, le programme Head Start, qui aide les familles plus démunies à avoir une école maternelle plus enrichie, avec plus de stimuli, une expérience plus intéressante aussi. Il y avait une autre conséquence de ça. Ça veut dire que pour l'école de psychologie, behaviorism aux États, une conséquence de cette école, c'était que toute référence au cerveau ou à l'âme, si vous voulez, toutes les choses qu'on ne peut pas observer, n'étaient plus acceptables dans une hypothèse scientifique. Ce que Hebb était capable de faire, c'était de réintégrer le cerveau dans des théories, ou si vous voulez, de réintégrer le concept d'une âme biologique qui peut générer nos comportements, nos mémoires, nos émotions, la manière où on agit, etc., etc. Donc, c'est vraiment introduire la boîte noire dans le formulaire. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans le domaine de la neuroscience, c'est que ce n'est pas juste les gens qui ont étudié la neuroscience pure qui font la neuroscience maintenant. C'est des gens comme moi qui ont une formation dans le génie, qui ont fait une formation en génie avant qui ont parti dans une carrière de neurosciences. C'est des gens qui ont fait une carrière dans les mathématiques, qui ont vraiment commencé là pour partir une carrière dans neurosciences. Puis Hebb, il a su que vraiment on ne peut pas savoir et connaître qu'est-ce qui se passe à le niveau de neurones ou faire des recherches des réseaux sans avoir cette complicité avec les autres. Alors vraiment, cette côté de multidisciplinarité, c'est vraiment un aspect dans la philosophie de la neuroscience qui est vraiment toujours là. En tant qu'éducateur, Donald Hebb aussi, il disait souvent que la motivation était centrale. Même avant qu'il devienne un chercheur, il travaillait dans des écoles un peu plus rough à Montréal. Puis c'était important pour lui de faire en sorte que ce qui était éduqué était intéressant. Puis en plus, il a fait en sorte que lui, dans son approche, qui était une approche pas très, très régulière à l'époque, a fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui dérange à la classe, il sortait puis il faisait en sorte comme d'être ici, c'est un privilège pour toi, de lui donner une valeur à l'éducation. Puis, donc, il appliquait en avance ce qui allait être plus tard dans son ouvrage The Organization of Behavior. Ça rentre tout le temps parce que nous, on fait beaucoup, en fait, dans le domaine de Artificial Intelligence et Machine Learning. Alors, les algorithmes où j'ai parlé, où on fait la modélisation des décisions par rapport à un réseau de neurones, on utilise ça tout le temps pour prédire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut passer, ou c'est quoi le... Pardon. On utilise ça tout le temps pour faire des prédictions par rapport à qu'est-ce qui peut se passer aux patients, à l'aspect individu. Par exemple, on utilise des algorithmes comme ça pour prédire si on a une gang un groupe, pas une gang. Non, ouais, c'est un peu... si on a un groupe de patients qui sont à haut risque d'Alzheimer's, puis il y a beaucoup de données par rapport à eux, comment on peut utiliser des heavy learning et des machine learning, des algorithmes comme ça, pour prédire lesquels sont les patients qui vont être stables, puis lesquels vont être un groupe de patients qui font un déclin de l'Alzheimer's, par exemple. Ça, c'est un aspect. Puis les études et les travaux d'Hebb, ils rentrent là-dedans tout le temps aussi. La théorie de Hebb à propos des neurones qui se renforcissent, qui ont des synapses plus fortes au travers de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est absolument applicable en intelligence artificielle, qui a déjà été mis puis qui est déjà utilisé beaucoup. Je pense que dans le futur, c'est les deux gros projets qui se passent à Montréal, ça va être l'intelligence artificielle puis la neuroscience. Puis je suis sûr que ça va commencer de plus en plus à avoir un overlap,
surimposition? Comme j'ai dit, moi, j'enseigne un cours dans l'histoire de la neuroscience aux étudiants de deuxième et troisième cycle. Puis quand je donne ma présentation sur la mémoire, il faut dire que je passe au moins 30 minutes d'une lecture de 3 heures sur Donald Hebb. OK. Et si c'est pas sur lui, c'est sur une de ses étudiantes ou un de ses collaborateurs. Tu sais. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui a vraiment changé la manière où on pensait, comment on peut expliquer des choses comme la mémoire et de vraiment ouvrir des routes de recherche pour, qui étaient maintenant, après Hebb, avant Hebb, on ne pouvait pas aller dans ces chemins-là. Après Hebb, c'est devenu possible. Donc, je pense que vraiment, c'était un innovateur, quelqu'un qui avait beaucoup de vision et quelqu'un qui a vraiment ouvert le domaine de neurosciences.